J'ai enterré mon mari il y a 6 mois. Hier, je l'ai vu faire ses courses chez Costco. Quand j'ai couru vers lui en pleurant, il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Il a dit qu'il s'appelait Robert Miller. Mais je connaissais chaque cicatrice sur ce visage, chaque marque, chaque ride. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Ce que j'y ai découvert a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir encore se briser. Mon nom est Helen Richardson. Pendant 43 ans, j'ai été marié à un homme nommé Raymond. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue à l'église quand j'avais 19 ans. Il en avait 22, travaillait dans une entreprise de quincaillerie et essayait d'économiser assez d'argent pour avoir son propre logement. Je faisais des retouches dans l'arrière-boutique d'un pressing, rêvant d'avoir mon propre magasin un jour. Il s'est approché de moi lors de ce barbecue et m'a tendu une assiette de salade de pommes de terre. « Vous avez l'air d'avoir besoin de manger. » Pas très adroit, mais sincère. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Ma maman n'était pas d'accord au début, elle disait que Raymond n'avait pas assez d'ambition, que je pouvais trouver mieux. Elle ne voyait pas comment il faisait des doubles gardes sans se plaindre, comment il économisait chaque dollar supplémentaire, comment nous parlions de notre avenir comme de quelque chose de solide, quelque chose que nous construisions ensemble. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux vous demander quelque chose. D'où nous écoutez-vous? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Votre soutien aide vraiment cette communauté à grandir. Merci d'être ici. Nous nous sommes mariés en 1980 à l'église baptiste Greater Bethel. Une petite cérémonie, peut-être 50 personnes. Ma maman avait fait ma robe, du coton blanc simple avec de la dentelle au col. Raymond portait un costume marron de location, trop grand aux épaules. Nous n'avions pas beaucoup de moyens, mais debout là avec lui, j'avais l'impression de tout avoir. Nous avons commencé dans un appartement d'une chambre dans le quartier sud. Minuscule. On pouvait à peine se retourner dans la cuisine. Raymond travaillait à la quincaillerie pendant la journée, faisant parfois des heures supplémentaires. Je gardais mon travail au pressing, je rapportais des projets de couture le soir et je travaillais dessus sur notre petite table de cuisine pendant que Raymond regardait la télévision. De l'argent supplémentaire pour économiser pour notre avenir. Nous voulions des enfants. Nous avons essayé pendant 3 ans avant que je ne tombe enceinte de Terence. Je me souviens du jour où je l'ai dit à Raymond. Il se préparait pour le travail. Raymond, ai-je dit, je suis enceinte. Il a lâché sa tasse de café. Elle s'est brisée sur le sol, le café s'étalant partout. Il est juste resté planté là. Puis il m'a soulevé et m'a fait tournoyer dans cette minuscule cuisine, tous les deux pleurant et riant. Terence est né en 1984, il pesait 8 livres et 3 onces. Raymond a pleuré la première fois qu'il l'a tenu, il est resté debout dans la chambre d'hôpital avec des larmes coulant sur son visage. Nous allons tout lui donner, a-t-il dit. Tout ce que nous n'avons pas eu. Il aura des opportunités. Il va réussir sa vie. Raymond a gravi les échelons, d'ouvrier d'entrepôt à superviseur d'équipe puis responsable d'inventaire. L'argent rentrait mieux. Nous avons emménagé dans une petite maison, 2 chambres, une salle de bain, mais elle avait un jardin où Terence pouvait jouer. J'ai continué la couture, me créant une clientèle par le bouche à oreille, des dames de l'église, leurs filles, des femmes qui avaient besoin de retouches ou de robes sur mesure. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Nous payions nos factures à temps, allions à l'église chaque dimanche, dînions chez ma maman une semaine sur 2. Une vie normale. Raymond entraînait l'équipe de baseball de Terence, l'aidait pour ses devoirs, était présent pour les anniversaires, les spectacles de l'école chaque moment important. Quand Terence a été accepté à l'université, Raymond s'est assis à la table de la cuisine avec cette lettre d'acceptation et a pleuré. Il l'a fait, n'arrêtait-il pas de dire. Notre garçon va à l'université. Nous avons refinancé la maison pour aider à payer les frais, contracté des emprunts, pris tous les 2 du travail supplémentaire. Terence a obtenu son diplôme en commerce en 2006 et a ouvert son propre cabinet de conseil. Nous étions fiers. Mon bébé était allé plus loin que ce que nous n'avions jamais osé rêver. Raymond et moi avons eu nos difficultés. L'argent était parfois serré. Nous nous disputions pour les factures, pour savoir si nous pouvions nous permettre certaines choses, mais nous finissions toujours par trouver une solution. Ou du moins, c'est ce que je pensais. En regardant en arrière, je peux voir les fissures.
Raymond a commencé à voyager davantage à la fin des années 90. Des salons professionnels, disait-il, des réunions avec des fournisseurs. Parfois, il partait 3 ou 4 jours d'affilée. C'est une partie du travail, me disait-il. Tu veux que je progresse? Tu ne veux pas que nous soyons en sécurité? Je ne l'ai pas remis en question. Quand il rentrait de ses voyages, il semblait heureux, détendu. Je pensais que c'était parce qu'il était content d'être à la maison. Il a pris un deuxième téléphone portable pour le travail, disait-il. Il le gardait toujours sur lui. Parfois, il sonnait tard le soir et il sortait. Juste des trucs de boulot, disait-il. Rien d'important. Je le croyais car après 40 ans ensemble, on pense connaître quelqu'un. Il est aussi devenu plus secret sur les finances. Il a ouvert des comptes dont je ne savais rien. Des opportunités d'investissement, les appelait-il. Pour construire notre fonds de retraite. Quand je demandais à voir les relevés, il devenait défensif. Tu ne comprends pas ces trucs, Hélène. Laisse-moi gérer. Je m'occupe de nous. Alors, je le laissais faire. C'est ce que font les épouses, n'est-ce pas? Faire confiance à leur mari pour les grandes décisions financières. J'avais ma boutique de retouches, je gagnais mon propre argent, mais les choses importantes, les investissements et la planification c'était le domaine de Raymond. Nous parlions de la retraite. Raymond avait 67 ans, disait qu'il voulait travailler peut-être encore 2 ans, puis que nous voyagerions, verrions le monde, le Ghana pour voir d'où venaient nos ancêtres, les îles des Caraïbes, le Brésil. Il s'asseyait à la table de la cuisine le dimanche après-midi avec des brochures de voyage étalées, entourant des lieux avec un stylo rouge, faisant des calculs dans les marges. Quand je serai à la retraite, disait-il en me regardant, nous verrons tout, Hélène. Juste toi et moi. Je le croyais. Il y a 6 mois, tout a changé. Un mardi après-midi, mi-mai, j'étais à la boutique en train de travailler sur une robe de mariée pour une jeune fille de l'église. De la soie ivoire, il fallait refaire l'ourlet et renforcer quelques perles. J'étais penché sur ma machine à coudre quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Madame Richardson? Une voix d'homme. Officiel. Oui. C'est l'officier Davis du département de police. Madame, je suis désolé de vous annoncer cela, mais il y a eu un accident. Votre mari, Raymond Richardson, a été impliqué dans une collision avec un seul véhicule sur la route 45. Madame, je suis vraiment navré, mais il n'a pas survécu. Le monde s'est arrêté. Je me souviens du téléphone glissant de ma main, ma cliente me rattrapant alors que mes jambes se dérobaient. Le son qui est sorti de ma gorge, quelque chose d'animal et de brisé. Ils ont dit qu'il avait eu une crise cardiaque au volant. La voiture a quitté la route et a percuté un arbre de plein fouet. L'impact a été violent. Morte instantanée, ont-ils dit. Comme si c'était censé être réconfortant. Terence s'est occupé de tout. Il était chez moi en moins d'1 heure, me tenant pendant que je pleurais, passant des appels téléphoniques, gérant des détails que je ne pouvais pas assimiler. La police a rendu le corps après 2 jours. Terence l'a identifié, a signé les papiers, a dit que je n'avais pas besoin de voir Raymond comme ça, que cela ne ferait qu'empirer les choses, que je devais me souvenir de lui tel qu'il était. Je n'ai donc jamais vu le corps ni à l'hôpital, ni à la morgue jusqu'à ce que les pompes funèbres l'aient préparé. Quand je l'ai enfin vu dans ce cercueil, il avait l'air de dormir. Ils avaient fait du bon travail avec le maquillage pour couvrir les blessures qu'il pouvait y avoir. Il ressemblait à Raymond, mon mari. J'ai touché sa main, si froide. C'est là que c'est devenu réel. Les funérailles ont été massives. Raymond avait beaucoup d'amis, des gens qui le respectaient. L'église était pleine. Le pasteur Jenkins a fait un éloge funèbre sur le dévouement de Raymond envers sa famille, son éthique de travail, sa foi. Des gens sont venus me voir après, disant à quel point ils étaient désolés, que Raymond était un homme bon, que je devais être dévasté. J'étais plus que dévasté. 43 ans avec quelqu'un et puis, d'un coup, il n'est plus là. Je ne pouvais pas le comprendre. L'enterrement a eu lieu au cimetière Peaceful Rest sur la colline d'où l'on peut voir toute la ville. Terence a choisi l'emplacement, a commandé une pierre tombale en marbre. Le cercueil à lui seul a coûté 15 000. J'ai signé les chèques que Terence mettait devant moi. Raymond méritait ce qu'il y avait de mieux. L'assurance vie est arrivée 3 semaines plus tard, 400 000 $.
Raymond avait souscrit la police il y a 10 ans. Il disait toujours que c'était pour s'assurer que l'on s'occuperait de moi. Terence m'a aidé à tout gérer, il a ouvert des comptes, a traité avec la compagnie d'assurance, s'est assuré que les documents étaient correctement remplis. C'était un si bon fils, si attentionné. De ces premiers mois après la mort de Raymond, je ne me souviens pas de grand-chose. Les jours se confondaient. Je me réveillais et j'oubliais pendant une petite seconde, tendant la main de l'autre côté du lit en espérant le sentir là. Puis la réalité s'écrasait à nouveau. Il était parti. J'étais seul. Ses vêtements pendaient toujours dans le placard. Sa tasse à café était dans le buffet. Ses lunettes de lecture étaient sur la table de nuit. De petits rappels qu'il avait existé, que nous avions partagé une vie. Carmen et Béatrice se sont pratiquement installées chez moi. Carmen est ma meilleure amie depuis que nous avons 15 ans, nous avons grandi à 3 maisons l'une de l'autre. Béatrice, je l'ai rencontrée à Greater Bethel il y a 30 ans quand elle a rejoint la chorale. Ces femmes m'ont maintenu en vie quand je voulais abandonner. Elles apportaient de la nourriture que je ne pouvais pas manger, s'asseyaient avec moi pendant des nuits interminables quand le sommeil ne venait pas, me forçaient à me doucher, à m'habiller, à quitter la maison. Chaque dimanche après l'église, j'allais au cimetière, je m'asseyais sur le banc de pierre à côté de la tombe de Raymond et je lui parlais. Je lui racontais ma semaine, la boutique, Terence. Parfois je pleurais. Parfois je restais juste assise là en silence. La pierre tombale était en beau marbre gris avec le nom de Raymond, ses dates, et l'inscription « Époux et père bien-aimé », à jamais dans nos cœurs. J'ai visité cette tombe chaque dimanche pendant 6 mois. Assise là à parler à un homme qui n'était même pas mort. Hier matin, Carmen m'a convaincu d'aller chez Costco. Elle a dit que j'avais besoin de sortir, d'acheter des provisions, de recommencer à vivre. Je ne voulais pas, mais elle peut être persistante. Alors, j'y suis allé. J'étais dans le rayon des conserves, sans vraiment prêter attention, quand je l'ai vu. Raymond, debout là avec un t-shirt des Packers de Green Bay que je n'avais jamais vu, tenant un chariot, vérifiant le prix d'une boîte de haricots. Mon mari, l'homme que j'avais enterré. La bouteille d'huile d'olive que je tenais à glisser de mes mains. Le verre a explosé. L'huile dorée s'est répandue. Les gens se sont retournés pour regarder. Je m'en fichais. Mes jambes bougeaient toutes seules, courant. Raymond. Oh mon Dieu, Raymond. Tu es vivant. Il s'est retourné. Quand ses yeux ont croisé les miens, le monde entier s'est arrêté. C'était lui. La cicatrice sur son sourcil gauche depuis sa chute de moto à 19 ans. Le nez légèrement de travers suite à une bagarre qu'il avait eue pour protéger son petit frère. La tache de naissance sur son cou, en forme de petit grain de café. J'avais embrassé cette tache de naissance 1000 fois. J'ai tendu les mains vers lui, les bras ouverts, ayant besoin de le toucher, de le serrer, mais il a reculé. Je suis désolé, madame, a-t-il dit de cette même voix grave que j'avais entendue chaque jour pendant 43 ans. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Confond? Ma voix est sortie brisée. Non, Raymond, c'est moi, Hélène, ta femme. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes, j'ai trouvé une photo de son dernier anniversaire avant l'accident. Nous debout devant l'église après le service du dimanche, son bras autour de ma taille. Regarde, regarde ça. Tu ne me reconnais pas? Il a regardé la photo. Ses yeux se sont rétrécis pendant juste une seconde. Puis il a secoué la tête. Je suis désolé. Je m'appelle Robert. Robert Miller. Je n'ai jamais vu cette photo de ma vie. Il a posé une main sur mon épaule, brièvement et avec précaution. Vous devez traverser quelque chose de vraiment difficile. Vous devriez peut-être vous asseoir, prendre de l'eau. Robert. Robert Miller. Je l'ai regardé plus attentivement. Ses vêtements n'allaient pas. Raymond portait des chemises à boutons, même pendant ses jours de congé, des pantalons repassés, des chaussures en cuir. Cet homme portait un t-shirt délavé des Packers et de vieux jeans, des baskets usées. Mais le visage. Seigneur, aie pitié, le visage était identique. Votre doigt, ai-je chuchoté. Montrez-moi votre main gauche. Il a froncé les sourcils mais a levé la main. C'était là. Le petit doigt tordu avec un angle étrange depuis qu'il se l'était cassé adolescent en essayant de réparer le toit de sa grand-mère. Il m'avait raconté cette histoire lors de notre 3e rendez-vous. Écoutez, madame,
Je dois vraiment y aller, a-t-il dit, reculant déjà. J'espère que vous irez mieux, mais je ne suis pas celui que vous croyez. Il est parti. Il a juste tourné les talons et s'est éloigné comme si je n'étais rien. Un employé du magasin est venu nettoyer l'huile. Les gens regardaient, chuchotaient. Carmen m'a trouvé là, figé. Hélène, que s'est-il passé? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste regardé disparaître sa silhouette vers les caisses. Je dois partir, ai-je fini par articuler. Je dois le suivre. Carmen m'a attrapé le bras. Suivre qui? Hélène? Qu'est-ce qui se passe? C'était Raymond. C'était mon mari. Chérie, Raymond est parti. Il est parti depuis 6 mois. Je sais ce que j'ai vu. Je me suis dégagé, me dirigeant vers l'avant du magasin. À travers les vitres, je pouvais le voir charger des sacs dans une vieille Ford Taurus blanche. Je n'avais jamais vu cette voiture. Raymond conduisait une Buick, la gardait immaculée, la lavait chaque samedi matin. Je suis arrivé à ma voiture. Carmen était juste derrière moi, inquiète, essayant de me faire m'arrêter et réfléchir, mais je ne pouvais pas réfléchir. Je ne pouvais que ressentir cette terrible certitude que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai suivi cette Taurus blanche à travers la ville, gardant mes distances, restant quelques voitures derrière. Nous avons traversé le centre-ville, passé le quartier où Raymond et moi avions vécu pendant 20 ans, et avons continué vers l'ouest vers une zone que je ne connaissais pas bien. Un quartier ouvrier. De petites maisons avec des clôtures grillagées et des jardins qui auraient eu besoin d'être tondus. Il s'est garé devant une maison vert d'eau avec une petite clôture blanche et un petit jardin devant. Il est sorti en portant des sacs de course. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Une femme est sortie, plus jeune que moi, peut-être au milieu de la cinquantaine, des cheveux sombres tirés en queue de cheval. Elle a souri en le voyant. Pas un sourire de voisine, un sourire d'épouse. Elle l'a embrassé sur la joue, a pris l'un des sacs. Puis 2 enfants sont sortis en courant, un garçon et une fille, peut-être de 8 et 10 ans. Ils lui ont sauté dessus en criant « Papy, papy, tu as pris de la glace. » Papy. Il a ri. Ce même rire de travers que je connaissais si bien. Ils sont tous entrés ensemble. La porte s'est refermée. Je suis resté assise dans ma voiture plus bas dans la rue. 43 ans de mariage. 6 mois à pleurer jusqu'à m'endormir chaque nuit, serrant son oreiller parce qu'il sentait encore lui. Et il était là, vivant, avec une autre famille, avec des petits-enfants dont j'ignorais l'existence. J'ai pris des photos. Mes mains tremblaient tellement que la moitié était floue, mais j'en ai eu quelques-unes de nettes. La maison, la voiture, la plaque d'immatriculation, cette femme, ses enfants. Alors que le soleil commençait à se coucher, je suis rentré chez moi. Je ne me souviens pas du trajet. Je me souviens juste d'être resté assise dans mon garage dans le noir à regarder ces photos, les comparant à de vieilles photos de Raymond. Chaque cicatrice correspondait, chaque marque, chaque petit détail. Je suis entré dans notre maison et je me suis assise dans le salon sans allumer la lumière. Et c'est là que la question m'a frappé, si Raymond est vivant, qui avons-nous enterré? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assise à la table de la cuisine avec toutes les photos que j'avais de Raymond étalées devant moi. Des photos de mariage où nous étions tous les deux si jeunes. Des photos de Terence bébé, enfant, obtenant son diplôme. Des vacances, des anniversaires, des barbecues, des Noëls. Et sur l'écran de mon téléphone, ces photos d'aujourd'hui. J'ai zoomé, examiné chaque détail. La cicatrice sur son sourcil, identique. La forme de ses oreilles, la gauche légèrement plus grande que la droite, la même. Cette tache de naissance sur son cou, même endroit, même taille. Même sa façon de sourire, montrant plus de dents du côté droit, exactement la même. J'ai trouvé une loupe dans le tiroir à bric-à-brac. J'ai sorti une vieille photo de Raymond torse nu lors d'un voyage à la plage en Floride il y a 15 ans. Il y avait un petit grain de beauté foncé près de sa clavicule. J'ai zoomé sur la photo du téléphone où Robert se tournait pour prendre un sac dans la voiture. Son t-shirt s'était un peu soulevé. Même grain de beauté, même endroit. Les jumeaux n'ont pas les mêmes taches de naissance. Les cicatrices ne sont pas génétiques. Et ce doigt cassé, c'est une blessure. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas dans la maison, je suis revenu à la table. L'horloge marquait 4h20 du matin. J'ai pris notre album de mariage, j'ai passé mes doigts sur les photos délavées.
Raymond a 25 ans, maigre avec cette fine moustache qu'il a rasée plus tard. Moi à 22 ans, dans une robe blanche simple que ma mère avait faite, les cheveux relevés avec des fleurs fraîches. Nous étions si pauvres, mais je pensais que nous étions heureux. À 6 heures du matin, j'ai appelé Terence. Il a répondu à la 4e sonnerie, la voix lourde de sommeil. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il est 6 heures du matin. J'ai besoin que tu viennes tout de suite. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Viens, s'il te plaît. Il était là 40 minutes plus tard, encore en jogging et t-shirt, les cheveux ébouriffés. Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai montré les photos. D'abord les anciennes de Raymond, puis les nouvelles d'hier. J'ai observé son visage alors qu'il les parcourait. C'est papa, a-t-il dit lentement. Où as-tu pris ça? Hier chez Costco. Je l'ai vu, Terence. Ton père est vivant. Je lui ai attrapé le bras. Il s'est fait appeler Robert Miller. Il a dit qu'il ne me connaissait pas, mais c'est lui. Tu vois bien que c'est lui. Terence s'est assis lourdement, a fixé les photos pendant un long moment. Il doit y avoir une explication. C'est peut-être un frère jumeau dont papa ne nous a jamais parlé. Ou un cousin qui lui ressemble trait pour trait. Un jumeau avec exactement les mêmes cicatrices, exactement le même doigt cassé, exactement la même tache de naissance. Ma voix montait dans les aigus. Ne me traite pas de folle, Terence. Je sais ce que j'ai vu. Je ne dis pas que tu es folle, maman, mais papa est mort. Nous l'avons enterré. Tu as vu son corps. Et toi? Il s'est figé. Quoi? Est-ce que tu as réellement vu son corps à l'hôpital? Son visage est devenu pâle. J'étais à l'hôpital, mais quand je suis arrivé, il était déjà à la morgue. Ils ont dit que l'accident. Qu'il valait mieux se souvenir de lui comme il était. Donc, aucun de nous n'a réellement identifié le corps. La police l'a fait. Ils avaient son permis, ses informations. Ou quelqu'un qui lui ressemblait assez. Je tremblais maintenant. Et si ce n'était pas lui? Et si pendant tout ce temps nous avions enterré quelqu'un d'autre et que Raymond était là-bas à vivre une autre vie avec une autre famille? Terence s'est levé, a commencé à faire les 100 pas d'accord, réfléchissons logiquement. Si papa a simulé sa mort, pourquoi? Et comment? On ne peut pas fabriquer un certificat de décès, un rapport de police comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai ressenti. C'était ton père, Terence. Je le reconnaîtrais n'importe où. J'ai regardé mon fils. Est-ce que tu vas m'aider? Il est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête. Ouais. Ouais, maman. Je vais t'aider. Si c'est vrai, si papa a vraiment simulé sa mort, alors nous devons savoir pourquoi. La première chose que nous avons faite a été d'engager un détective privé. Terence a trouvé quelqu'un, une femme nommée Simone Wright, qui se spécialisait dans ce qu'elle appelait les affaires familiales complexes. Nous l'avons rencontrée à son bureau en ville, un petit endroit au-dessus d'un salon de coiffure. Elle avait environ 50 ans, des cheveux courts au naturel et des yeux perçants. Je lui ai tout montré, les photos, l'adresse où Raymond ou Robert vivaient, je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière. Madame Richardson, je vais être franche avec vous. Si votre mari a simulé sa mort, ce n'est pas seulement une fraude. C'est une conspiration, une fraude à l'assurance, et peut-être une usurpation d'identité selon le corps que vous avez enterré. Cela pourrait devenir très compliqué. Je veux juste connaître la vérité. La vérité pourrait faire plus mal que le mensonge. Elle a regardé Terence, puis s'est tournée vers moi. Êtes-vous prête pour cela? Je souffre depuis 6 mois. Au moins si je connais la vérité, je saurai pourquoi je souffre. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, j'accepte l'affaire. J'aurai besoin d'une provision de 5 000 $. Je vais commencer par vérifier les antécédents de Robert Miller, consulter les registres de propriété, les dossiers financiers, tout ce que je pourrai trouver. Terence a fait le chèque. 3 jours plus tard, Simone a appelé. Madame Richardson, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau. J'ai trouvé des choses. Mes mains tremblaient pendant que je conduisais vers le centre-ville. Terence m'y a rejointe.
Nous nous sommes assis face à Simone alors qu'elle étalait des documents sur son bureau. Robert Miller existe, a-t-elle dit. Il utilise ce nom depuis 26 ans. Il a un numéro de sécurité sociale, paie ses impôts, possède cette maison que nous avons vue. Un casier vierge. Il travaille comme superviseur d'équipe dans une usine de fabrication de plastique. Il est marié à une femme nommée Claudia, depuis 25 ans. Ils ont 3 enfants adultes et ses petits-enfants que vous avez vus. 26 ans, ai-je répété. Mais Raymond et moi étions mariés depuis 43 ans. Exactement. Simone a sorti un autre document. C'est là que ça devient intéressant. J'ai récupéré les dossiers de sécurité sociale de Robert Miller. Son numéro a été émis en 1999. Avant cela, il n'y a aucune trace de l'existence de Robert Miller aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Robert Miller est une identité fabriquée de toutes pièces, créée à la fin des années 90. Maintenant, cela ne veut pas forcément dire que votre mari est Robert Miller, mais vu les similitudes physiques que vous avez décrites, le timing est intéressant. Terence s'est penché en avant. Pouvez-vous vérifier les comptes bancaires? Est-ce que ce Robert Miller a reçu de grosses sommes d'argent au moment où il est apparu? Simone a hoché la tête. C'est déjà fait. Il y a plusieurs dépôts sur un compte ouvert au nom de Robert Miller en 1999, totalisant environ $300 000 sur un an. De petits dépôts, rien qui ne déclencherait les alertes fédérales, mais ça s'accumule. $300 000. Je me sentais mal. Et Raymond, notre Raymond, c'est là que ça se complique. Votre mari, Raymond Richardson, était employé de façon stable dans cette quincaillerie depuis 35 ans. Il déclarait ses impôts chaque année, avait des cartes de crédit, un prêt immobilier tout. 2 vies financières complètement séparées si c'est la même personne. Mais comment? Terence avait l'air aussi pâle que moi. Comment pourrait-il maintenir 2 vies complètes? 2 identités? C'est impossible. Difficile, mais pas impossible. Surtout s'il était prudent, s'il gardait les vies complètement séparées, ne commettait jamais d'erreur, ne laissait jamais les 2 mondes se chevaucher. Simone m'a regardé. Madame Richardson, votre mari voyageait-il pour le travail? Parfois. Il allait à des salons, des réunions de fournisseurs. Peut-être une fois tous les 2 mois, il partait quelques jours. Et vous ne l'accompagnez jamais? Non. Il disait que c'était ennuyeux, juste des trucs de boulot. Et j'avais ma boutique à faire tourner de toute façon. Simone a pris une note. Je parierais que c'est là qu'il vivait son autre vie. Le timing correspondrait. Il pouvait maintenir un foyer ici, puis passer quelques jours tous les 2 mois avec son autre famille. Leur dire qu'il travaille dans un autre état ou sur une plateforme pétrolière, quelque chose qui explique ses absences. J'ai pensé à toutes ces fois où Raymond rentrait de voyage. Il semblait toujours heureux, détendu. Je pensais qu'il était content d'être à la maison. Il y a autre chose, a dit Simone. Elle a sorti une autre série de documents. J'ai examiné l'accident qui est censé avoir tué votre mari. Le rapport de police, les dossiers du médecin légiste. Le corps a été très endommagé dans le crash. Visage partiellement brûlé par le déploiement de l'airbag. Traumatisme important. Les dossiers dentaires ont été utilisés pour l'identification. Les dossiers dentaires ne mentent pas. Non, mais ils peuvent être échangés si quelqu'un y avait accès à l'avance. Et votre mari travaillait dans la fourniture de quincaillerie, ce qui signifie qu'il avait probablement des relations avec des entrepreneurs, peut-être même dans la chaîne d'approvisionnement des morgues. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est possible. Vous dites qu'il a organisé tout ça? Tuer quelqu'un? Échanger les dossiers dentaires? Simuler sa mort? Terence avait l'air d'avoir envie de vomir. Je dis que c'est une possibilité que nous devons explorer. Madame Richardson, votre mari avait-il une police d'assurance vie? Oui, $400 000. Terence m'a aidé à déposer la demande après la mort de Raymond. L'expression de Simone a légèrement changé. Elle a regardé Terence. Monsieur Richardson, où est cet argent maintenant? J'ai aidé maman à ouvrir des comptes d'investissement. J'ai mis l'essentiel dans des fonds communs de placement, une partie dans des obligations. Pouvez-vous me montrer les relevés de compte? Quelque chose dans sa voix m'a noué l'estomac. Terence a sorti son téléphone, s'est connecté au compte et lui a montré l'écran. Elle l'a regardé pendant un long moment.
Madame Richardson, quand avez-vous regardé ces comptes vous-même pour la dernière fois? Je ne l'ai pas fait. Terence gère tout ça. Je ne comprends rien aux investissements. Elle a retourné son ordinateur portable. Ce sont les comptes à votre nom auxquels j'ai pu accéder via les registres publics. Le solde total est d'environ 83 000 $. C'est faux, a dit Terence rapidement. Il devrait y avoir près de 450 000 $ avec les intérêts. Alors, où est le reste? Le visage de Terence est devenu livide. Je ne sais pas. Il doit y avoir une erreur. Je vais appeler la banque. Mais je commençais à comprendre, la façon dont ses yeux évitaient les miens, la façon dont ses mains tremblaient. Terence, ai-je dit doucement. Est-ce que tu as pris mon argent? Non, maman. Non, je ne ferai jamais ça. Montrez-lui les vrais comptes, a dit Simone. Je les ai déjà trouvés. Des comptes professionnels à votre nom. Des investissements, des achats immobiliers, le tout financé par des retraits sur les comptes de votre mère au cours des 6 derniers mois. Tu as pris mon argent. Je me suis levé, m'éloignant de lui. Ton père meurt et tu me voles? J'allais te rembourser. Je le jure, maman, j'allais tout remettre avant que tu ne t'en aperçoives. L'entreprise était en difficulté. J'avais besoin de liquidités. J'allais tout reconstituer. 370 000 $. Tu as volé 370 000 $ à ta mère. Ma voix montait. Je t'ai fait confiance. Tu disais que tu m'aidais. Mais je t'aide. Je maintiens l'entreprise à flot, je nous garde stable. C'était temporaire. Simone s'est raclé la gorge. Monsieur Richardson, je dois vous poser une question directe. Saviez-vous que votre père était vivant? Quoi? Non, bien sûr que non. Parce que le timing est intéressant. Votre père disparaît. Vous prenez le contrôle des finances de votre mère. Vous commencez à déplacer de l'argent. De là où je suis, cela ressemble à une conspiration. Je n'ai rien à voir avec le fait que papa ait simulé sa mort. S'il l'a même fait. Tout cela n'est que pure spéculation. Mais je voyais enfin les choses clairement pour la première fois. Mon mari est parti, mais il n'est pas mort. Mon fils me vole tout en prétendant m'aider. 2 hommes que j'avais aimés et auxquels j'avais fait confiance plus qu'à quiconque, me trahissant tous les deux. Je veux que tu partes, ai-je dit à Terence. Ma voix était calme maintenant, glaciale. Sors de ce bureau. Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu m'as volé pendant que j'étais en deuil. Alors que j'étais au plus bas, tu me voyais pleurer chaque soir et tu m'as volé. J'allais te rembourser. Par maintenant. Il est resté là un instant de plus. Puis il est parti. La porte s'est refermée doucement. Je me suis rassise, me sentant vieille de 1000 ans. Que dois-je faire maintenant? Simone resta silencieuse un instant. Madame Murray Richardson, je peux continuer à enquêter sur votre mari. Je peux découvrir avec certitude si Raymond et Robert sont la même personne, mais je dois vous dire, s'ils le sont, s'il a simulé sa mort et que vous engagez des poursuites judiciaires, cela exposera également la fraude de votre fils. La compagnie d'assurance enquêtera sur tout. Votre fils pourrait aller en prison. Il m'a volé. Je sais. Je m'assure simplement que vous comprenez la situation dans son ensemble avant de décider comment procéder. J'ai pensé à Terence, mon petit garçon, l'enfant que j'avais élevé, pour qui je m'étais sacrifié, que j'avais aimé plus que ma propre vie. Et j'ai pensé à Raymond, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 43 ans. Tous deux m'avaient regardé et avaient décidé que j'étais quelqu'un dont ils pouvaient se servir. Découvrez la vérité sur Raymond, ai-je dit. Toute la vérité. J'ai besoin de savoir. Au cours des 2 semaines suivantes, Simone travailla méthodiquement. Elle retraça les mouvements de Raymond durant ces années où je pensais qu'il n'avait qu'une seule vie. Elle trouva des reçus de restaurants dans le quartier où vivait Robert Miller, et des relevés de cartes de crédit montrant des achats dans des magasins près de son autre maison. Elle établit une chronologie montrant comment un homme pouvait maintenir 2 identités distinctes s'il était assez prudent, assez stratégique et prêt à mentir chaque jour. Elle trouva aussi Claudia. Elle parla à ses voisins et à ses collègues, et reconstitua sa vie. D'après ce que Simone apprit, Raymond et Claudia s'étaient rencontrés dans une quincaillerie en 1998. Elle achetait des fournitures pour rénover la maison qu'elle venait d'acquérir.
Raymond l'avait aidée, l'avait charmée et avait commencé à sortir avec elle. En moins d'1 an, ils étaient mariés. Claudia n'avait aucune idée de mon existence. Elle pensait que Robert Miller était exactement celui qu'il disait être, un homme divorcé, sans enfant, qui travaillait en horaire décalé dans une usine de plastique. Les rotations expliquaient pourquoi il était parfois absent. Elle n'avait aucune raison de ne pas le croire. Est-ce qu'elle sait, ai-je demandé. Sait-elle qu'il est censé être mort? Je ne pense pas. Pour autant que je sache, elle pense que Robert travaille toujours selon ses horaires décalés. Elle n'a aucune idée que quelque chose ne va pas. Donc, elle est aussi une victime, d'une certaine manière. Mais Madame Richardson, elle a bénéficié de ses mensonges. Elle a eu un mari, une figure paternelle pour ses petits-enfants. Tout cela était bâti sur une fraude. Simone fit également des recherches sur l'accident qui était censé avoir tué Raymond. Elle obtint des copies du rapport de police et des conclusions du médecin légiste. Le corps a été identifié grâce au dossier dentaire, me dit-elle. Visage partiellement brûlé par le déploiement de l'airbag. Traumatisme important. Ils ont eu besoin des dossiers dentaires pour confirmer l'identité. Alors, comment Raymond a-t-il simulé cela? Je pense que je suis sur le point de le découvrir. Madame Richardson, votre mari a-t-il déjà changé de dentiste? J'ai réfléchi. En fait, oui. Environ 1 an avant l'accident. Il a dit qu'il en voulait un plus proche de son travail. Et êtes-vous allé chez ce nouveau dentiste avec lui? Non. Je suis resté avec le docteur Peterson. Il était mon dentiste depuis 20 ans. Pourquoi aurais-je changé? Simone prit une note. Parce que je pense que votre mari a changé de dentiste spécifiquement pour pouvoir créer de nouveaux dossiers dentaires, des dossiers qui pourraient être échangés avec ceux de quelqu'un d'autre. Madame Richardson, j'ai retrouvé les véritables dossiers dentaires de Raymond chez le docteur Peterson. Les dents utilisées pour identifier le corps dans cette voiture n'étaient pas celles de votre mari. La pièce sembla basculer. J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise. Alors, à qui appartenait-elle? Je ne sais pas encore, mais j'ai une théorie. Un rapport de disparition a été déposé environ 3 semaines avant l'accident de votre mari. Un homme nommé James Mitchell sans abri, sans famille a disparu d'un refuge du centre-ville. Il avait approximativement le même âge que votre mari, la même stature générale. L'affaire a été classée. Personne pour assurer le suivi. Vous pensez que Raymond l'a tué? Je ne sais pas s'il l'a tué ou s'il l'a trouvé après son décès, mais je pense que le corps dans la voiture était celui de James Mitchell, pas celui de Raymond Richardson. L'autopsie a montré que la cause du décès était un traumatisme contondant dû à l'accident. Si James Mitchell est mort de cause naturelle ou d'une overdose, et que Raymond l'a trouvé, a mis en scène toute l'affaire, l'a placé dans la voiture et a organisé le crash, cela fonctionnerait. Je me sentais mal. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'il menait 2 vies, Madame Richardson. 2 familles, 2 maisons, 2 identités complètes. À un moment donné, cela devient impossible à soutenir. Peut-être qu'il vieillissait, fatigué de jongler. Peut-être qu'il voulait simplement être Robert Miller à plein temps. Mais il ne pouvait pas simplement divorcer et passer à autre chose parce que vous seriez parti à sa recherche. Vous auriez posé des questions. Tout se serait effondré. Alors au lieu de cela, il a décidé de mourir. Simuler sa mort, toucher l'argent de l'assurance et disparaître définitivement dans son autre vie. Mais il ne pouvait pas toucher l'assurance s'il était mort. L'expression de Simone devint grave. Non, mais son fils le pouvait. La prise de conscience me frappa comme un coup physique. Terence savait depuis le début. Je n'ai pas encore de preuves absolues, mais le timing est suspect. La façon dont il a immédiatement pris le contrôle de vos finances. La façon dont il a commencé à déplacer de l'argent. Madame Richardson, je pense que votre mari et votre fils ont planifié cela ensemble. Simuler la mort de Raymond, toucher l'assurance, partager l'argent. Vous n'étiez jamais censé le découvrir. Je ne pouvais plus respirer. Mon mari et mon fils avaient conspiré ensemble pour me voler, pour me faire croire que Raymond était mort alors qu'il continuait à vivre son autre vie, et pour tout me prendre pendant que je portais le deuil. Que dois-je faire? Cela dépend de ce que vous voulez. Vous pourriez aller à la police dès maintenant. Ils enquêteraient, inculperaient probablement votre mari et votre fils pour fraude, conspiration, et peut-être homicide involontaire, selon ce qui est arrivé à James Mitchell.
Ou vous pourriez attendre. Laissez-moi continuer à creuser. Bâtir un dossier absolument inattaquable. Ou vous pourriez passer à autre chose. Certaines personnes décideraient que la douleur de tout exposer n'en vaut pas la peine. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à tout laisser tomber. Mais ensuite, j'ai repensé au fait de m'asseoir sur la tombe de Raymond chaque dimanche. J'ai pensé à Terence me tenant dans ses bras pendant que je sanglotais, tout en me volant. J'ai pensé à 43 ans de mariage révélés n'être qu'un mensonge. Je veux que justice soit faite, ai-je dit. Ma voix était ferme maintenant. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Simone hocha lentement la tête. Alors nous continuons à bâtir le dossier. Mais Madame Richardson, j'ai besoin que vous soyez intelligente. Ne confrontez pas votre mari. Ne montrez pas votre jeu à votre fils. Agissez comme si tout était normal. Pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous faire semblant? J'ai pensé à Raymond faisant semblant pendant 26 ans. J'ai pensé à Terence faisant semblant pendant 6 mois. Oui, ai-je dit. Je peux faire semblant. Rentrer à la maison ce soir-là me parut irréel. J'ai franchi la porte de la maison que Raymond et moi avions partagée pendant 20 ans. J'ai regardé toutes les photos sur les murs, tous les souvenirs, et je me suis demandé quelle part de tout cela avait été réelle. La maison semblait différente maintenant. Chaque pièce contenait des souvenirs auxquels je ne pouvais plus faire confiance. La cuisine où Raymond préparait le café chaque matin, debout devant le comptoir en maillot de corps et pantalon, fredonnant une vieille chanson. Le salon où nous regardions Jeopardy ensemble le soir, rivalisant pour voir qui répondrait en premier. La chambre où nous avions dormi côte à côte pendant 43 ans, sa respiration lente et régulière près de moi dans l'obscurité. Avait-il jamais été vraiment là, ou pensait-il toujours à son autre vie, comptant les jours jusqu'à ce qu'il puisse redevenir Robert Miller? Terence appela ce soir-là. J'ai fixé son nom sur l'écran. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton pour refuser l'appel, mais les mots de Simone ont résonné, faites semblant, agissez normalement. Ne montrez pas votre jeu. J'ai répondu. Allô, mon chéri. Maman. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu vas. L'inquiétude décontractée dans sa voix me donnait envie de hurler, mais j'ai gardé une voix stable, chaleureuse même. Ça va, je suis juste fatigué. Je sais que c'est difficile, d'avoir perdu papa, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Quoi que tu aies besoin. Quoi que j'ai besoin. Comme les 370 000 $ que tu as volés, Terence? Est-ce quelque chose pour lequel tu pourrais m'aider? Je l'apprécie, ai-je dit à la place. Tu es un bon fils. Les mots avaient un goût de poison. Mais je les ai dit parce que j'avais besoin qu'il croie que rien n'avait changé. J'avais besoin qu'il pense que j'étais toujours la veuve éplorée, toujours la mère confiante. Écoute, maman, je me disais que nous pourrions peut-être dîner ensemble ce week-end. Juste toi et moi. Pour te faire sortir de la maison. C'est une bonne idée. Génial. Je réserverai quelque part. Un bel endroit. Tu le mérites. Je le mérite. Ce que je méritais, c'était un mari fidèle et un fils qui ne me dépouillait pas. Mais j'ai avalé mon amertume et j'ai continué à jouer mon rôle. Merci, mon chéri. J'ai hâte d'y être. Quand nous avons raccroché, je suis resté assise dans le salon sombre pendant des heures. Je suis juste resté là avec mes pensées, avec ma colère et avec mon chagrin. Parce que j'étais en deuil. Pas pour Raymond, il n'avait jamais vraiment existé, mais pour la vie que je pensais avoir, pour le mariage que je pensais réel, et pour le fils que je pensais avoir élevé pour être meilleur que cela. Les semaines suivantes furent les plus dures de ma vie, plus dures encore que ces premiers mois après la mort supposée de Raymond. Au moins à l'époque, ma douleur était simple, pure. Je pleurais une perte. Maintenant, je vivais avec une connaissance qui me brûlait la poitrine chaque jour, une connaissance que je ne pouvais pas exprimer, une connaissance que je devais cacher. L'office du dimanche à Greater Bethel semblait différent. Je me suis assise dans notre banc, celui que Raymond et moi avions pris il y a 30 ans, au 3e rang en partant de l'avant, sur le côté gauche. Les gens sont venus me voir après l'office, m'ont demandé comment j'allais et m'ont dit à quel point ils étaient désolés pour Raymond. Sœur Marlène m'a apporté un plat préparé. Un gratin de patates douces, ma chérie. Je sais que c'est ton préféré. Et j'ai souri, je l'ai remercié et j'ai dit que je m'en sortais, un jour après l'autre. Alors que ce que je voulais vraiment,
c'était me lever au milieu du sanctuaire et hurler que mon mari n'était pas mort. Il était bien vivant et vivait avec une autre famille à 15 minutes d'ici. Carmen et Béatrice voyaient bien que quelque chose n'allait pas. Carmen m'a prise à part un dimanche. Nous étions sur le parking, le soleil tapait fort, sa main sur mon bras. Hélène, qu'est-ce qui t'arrive? Et ne me dis pas rien. Je te connais depuis 54 ans. Je vois bien quand quelque chose te ronge. Je voulais lui dire. Seigneur, comme je voulais tout lui dire. Mais Simone avait été claire, moins il y avait de gens au courant, mieux c'était. Si l'information fuyait avant que notre dossier ne soit solide, Raymond et Terence pourraient disparaître, ils pourraient détruire les preuves. Je traverse juste une période difficile, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. Certains jours sont plus durs que d'autres. Carmen m'a serré fort. Son parfum, le même White Diamonds qu'elle portait depuis 20 ans, me piquait les yeux. Je sais, ma chérie. Je sais. Mais souviens-toi, tu n'es pas seule. Tu m'as moi, et tu as Béatrice. Tu as ta famille de l'église. Nous sommes tous là pour toi. Je l'ai serré en retour, me sentant comme une imposture parce que je ne pouvais pas partager ce qui se passait réellement, je ne pouvais laisser personne m'aider à porter ce poids. Je suis allé à ce dîner avec Terence ce week-end-là. Je l'ai laissé m'emmener chez Carmine, un bon restaurant italien en ville. Nous étions assis dans un box près de la fenêtre, nappe blanche, bougie vacillante entre nous. Il a commandé du vin, m'a interrogé sur ma semaine et m'a parlé d'un client qu'il essayait de décrocher. Pendant tout ce temps, je pensais à l'argent qu'il avait volé, au plan qu'il avait élaboré avec son père, et à la facilité avec laquelle il me mentait en face. Tu sais, maman, j'ai réfléchi, a-t-il dit au dessert. Un tiramisu, nous le partagions. Peut-être que tu devrais envisager de vendre la maison. Elle est si grande pour toi toute seule. L'entretien, les souvenirs, tout ça. Peut-être qu'un nouveau départ te ferait du bien. Un nouveau départ sans la maison que Raymond m'avait laissée. Un atout de moins pour lequel se battre quand tout cela s'effondrerait. Je vais y réfléchir, lui ai-je dit. Et la boutique aussi. Tu as travaillé si dur pendant si longtemps. C'est peut-être le moment de prendre ta retraite. Profite de la vie. Tu as l'argent de l'assurance investie. Tu pourrais vivre confortablement sans travailler. Sans la boutique, sans la maison, sans rien à mon nom excepté les quelques miettes qu'il déciderait de me laisser. Tu as peut-être raison, ai-je dit, jouant le jeu, je vais y réfléchir. Il a tendu le bras à travers la table, m'a serré la main. Je veux juste que tu sois heureuse, maman. Que tu aies la vie que tu mérites. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, je me demandais quand il était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus, ou peut-être ne l'avais-je jamais vraiment connu du tout. Peut-être que, comme son père, il avait toujours été capable de cela, et que j'avais simplement été trop aveugle pour le voir. Lorsqu'il m'a déposé ce soir-là, il m'a serré dans ses bras à la porte. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon bébé, ai-je dit. Et c'était vrai. C'est ce qui rendait les choses si difficiles. Simone m'appelait tous les quelques jours pour me donner des nouvelles. Elle avait trouvé d'autres courriels entre Raymond et Terence. Elle avait trouvé des traces de retrait d'espèces qui correspondaient à des dépôts sur des comptes offshore. Elle avait retrouvé le nouveau dentiste chez qui Raymond était allé, et avait découvert que le cabinet avait fermé peu après l'accident de Raymond. Le dentiste avait déménagé dans un autre état. Pratique. Elle avait également trouvé des dossiers médicaux pour James Mitchell montrant qu'il avait fait plusieurs séjours aux urgences pour une pneumonie dans les semaines précédant sa disparition. Il était malade, probablement mourant. Une cible facile pour quelqu'un qui avait besoin d'un corps. Je pense que nous y sommes presque, m'a dit Simone. 3 semaines après notre première rencontre, nous étions assises dans son bureau en fin d'après-midi. Le salon de coiffure au rez-de-chaussée fermait, les chaises grinçaient sur le sol. J'en ai assez pour aller voir la police, assez pour porter plainte. Mais Madame Richardson, je dois vous avertir encore une fois. Une fois que nous l'aurons fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre fils sera arrêté. Votre mari sera arrêté. Tout va sortir publiquement. Votre vie privée sera partout dans les journaux. Êtes-vous absolument certaine de vouloir faire cela? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. J'ai pensé à ce que cela signifierait de tout exposer, de devenir cette femme dans les journaux, celle dont le mari a simulé sa mort, dont le fils l'a volée. L'embarras, la honte, la pitié.
Mais ensuite, j'ai pensé au fait d'être assise devant la tombe de Raymond chaque dimanche, parlant à un cercueil vide. J'ai pensé à Terence me tenant dans ses bras pendant que je pleurais, tout en planifiant comment dépenser l'argent qu'il m'avait volé. J'ai pensé à 43 ans de mariage révélés comme étant une simple mise en scène. Je suis certaine, ai-je dit. Faites-le. Le lendemain, Simone et moi sommes allés à la police, nous sommes entrés dans le commissariat et avons demandé un détective. Nous sommes tombés sur un gars nommé Martinez, la quarantaine environ, les yeux fatigués, le genre de fatigue qui vient du fait d'en avoir trop vu. Nous nous sommes assises dans une petite salle d'interrogatoire, des murs beiges, des néons bourdonnant au-dessus de nos têtes, un miroir sans teint sur un mur. Je lui ai tout raconté pendant que Simone présentait les preuves. Des documents étaient étalés sur la table entre nous. Il a écouté sans nous interrompre. Quand nous avons eu fini, il s'est penché en arrière. La chaise a craqué. Il a sifflé doucement. C'est incroyable. Vous comprenez ce que vous me demandez de faire ici? Vous me demandez d'enquêter sur votre mari et d'arrêter votre fils. Je vous demande d'enquêter sur des crimes. Le fait qu'ils soient ma famille ne change pas ce qu'ils ont fait. Il a hoché la tête lentement, a regardé à nouveau les documents. Très bien, donnez-moi tout ce que vous avez. Je vais apporter ça à mon capitaine. On verra ce qu'on peut faire. Cela a pris 2 jours. 2 jours passés à attendre chez moi, à me demander s'il nous croirait, s'il y avait assez de preuves, si tout cela arrivait vraiment. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je faisais juste les 100 pas dans la maison la nuit, je regardais des photos, je touchais les affaires de Raymond, son mug à café toujours dans le placard, ses lunettes de lecture toujours sur la table de chevet, le cardigan en laine qu'il portait les soirs de fraîcheur suspendu dans le placard. Je l'ai porté à mon visage. Il sentait encore lui. Old Spice et quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'appartenait qu'à Raymond. Ou peut-être était-ce Robert. Peut-être que je n'ai jamais vraiment su avec lequel des deux j'étais marié. Le 3e jour, le détective Martinez a appelé. Madame Richardson, nous avançons dans l'enquête. J'ai besoin que vous veniez au commissariat pour faire une déposition officielle, et je dois vous avertir, nous allons amener votre fils pour un interrogatoire aujourd'hui. Cela va devenir très concret. Je suis allé au commissariat, j'ai fait ma déposition, j'ai signé des papiers, ma main tremblant au moment d'écrire mon nom. Puis je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Carmen est passée ce soir-là. Elle m'avait appelé toute la semaine, inquiète parce que j'avais été distante. Je lui avais dit que j'étais malade, que j'avais besoin d'espace, mais maintenant je lui ai tout raconté. Assise dans ma cuisine, j'ai tout déballé, Raymond vivant, Terence volant, tout ce gâchis. Elle est restée assise là, la bouche bée. Quand j'ai eu fini, elle a tendu la main à travers la table et a pris les miennes. Hélène, ma chérie, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Sois juste là. Toujours. Mais chérie, que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas. La police enquête. Ils emmènent Terence pour l'interroger, et finalement, ils s'en prendront à Raymond aussi. Elle a serré mes mains plus fort. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu m'entends? La plus forte, et nous allons traverser ça ensemble. Le lendemain, la police a arrêté Terence, l'a inculpé de fraude, de détournement de fonds et de complot. Il m'a appelé de prison, en pleurant, me suppliant de l'aider, de lui trouver un avocat, de payer sa caution. Je ne peux pas, ai-je dit, d'une voix calme, froide, égale. Je n'ai pas l'argent. Tu as tout pris, tu te souviens. Maman, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Mais je suis ton fils. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. C'est toi qui m'as abandonné le premier quand toi et ton père avaient décidé de me dépouiller, de me faire enterrer un étranger pendant qu'il s'enfuyait vers son autre vie. Je ne savais pas que papa était vivant. Je le jure. Mais tu savais pour le plan visant à simuler sa mort. Tu savais pour la fraude à l'assurance. Ne me mens plus, Terence. J'ai vu les courriels. Je sais tout. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Puis sa voix a changé, est devenue plus dure. Si je tombe, je l'emmène avec moi. Je leur dirai tout. Bien. Tu devrais. Tu me détestes vraiment à ce point. Je ne te déteste pas. Je t'aime. C'est pour ça que ça fait si mal.
Ma voix s'est brisée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Parce que je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Je t'ai élevé pour avoir de l'intégrité, pour respecter ta mère. Et tu m'as regardé et tu as vu quelqu'un que tu pouvais utiliser. Ce n'est pas vrai, ah non? Tu m'as vu en deuil, en train de m'effondrer, et au lieu de m'aider, tu m'as volé. Tu as pris l'argent pour lequel ton père est mort ou l'argent pour lequel je croyais qu'il était mort et tu l'as volé pendant que je pleurais jusqu'à m'endormir chaque nuit. Il n'avait pas de réponse à cela. Trouve-toi un avocat, ai-je dit. Un commis d'office si tu n'as pas les moyens, mais ne m'appelle plus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, je suis restée assise là dans ma cuisine, le téléphone à la main, et j'ai pleuré. Pas pour Raymond, pas pour l'argent, mais pour mon fils, pour le garçon que j'avais élevé, pour l'homme que je pensais qu'il était devenu. Au cours des 3 semaines suivantes, Simone a travaillé méthodiquement. Elle a trouvé des dossiers financiers montrant des transferts des comptes de Terence vers un compte offshore. Elle a trouvé des courriels entre Terence et Raymond datant d'avant l'accident discutant du plan. La formulation était prudente, vague, mais quand on savait ce qu'il fallait chercher, le sens était clair. Elle a même trouvé la police d'assurance vie où Terence avait été désigné comme bénéficiaire seulement 3 mois avant la mort supposée de Raymond. Modifié pour passer de mon nom au sien à mon insu. La signature est falsifiée, m'a dit Simone. Votre mari a signé à votre place. C'est un autre crime. Elle a également retrouvé d'autres informations sur James Mitchell. Elle a trouvé ses dossiers du refuge, des rapports médicaux montrant que sa pneumonie s'aggravait. Je pense que votre mari l'a trouvé au refuge. Peut-être lui a-t-il proposé de l'aide, de la nourriture, un endroit où loger. Puis quand il est mort de cause naturelle ou autrement Raymond a utilisé le corps. Pouvez-vous prouver tout cela? Suffisamment. J'ai les dossiers financiers, les courriels, la signature falsifiée, la preuve que Raymond et Robert sont la même personne. C'est assez pour que la police enquête, assez pour que des accusations soient portées. Mais Madame Richardson, je dois vous préparer. Cela va être laid. Ce sera public. Tout sera exposé. Êtes-vous prête pour cela? J'ai pensé à ma boutique, aux clients que j'avais depuis des années. J'ai pensé à l'église Greater Bethel Baptiste où Raymond et moi étions membres depuis 30 ans. J'ai pensé à Carmen et Béatrice et à tous mes amis qui allaient devoir me voir traverser cela publiquement. Je suis prête, ai-je dit. Ils m'ont enlevé ma dignité quand ils m'ont menti. Je la reprends. Le lendemain, Simone et moi sommes allés à la police, nous sommes entrés dans le commissariat et avons demandé un détective. Nous sommes tombés sur un gars nommé Martinez, environ 40 ans, avec des yeux fatigués. Nous nous sommes assis dans une petite salle d'interrogatoire. Je lui ai tout raconté pendant que Simone présentait les preuves. Il a écouté sans interrompre. Quand nous avons eu fini, il s'est penché en arrière et a sifflé doucement. C'est incroyable. Vous comprenez ce que vous me demandez de faire ici? Vous me demandez d'enquêter sur votre mari et d'arrêter votre fils. Je vous demande d'enquêter sur des crimes. Le fait qu'ils soient ma famille ne change pas ce qu'ils ont fait. Il a hoché la tête lentement. Très bien. Donnez-moi tout ce que vous avez. Je vais apporter ça à mon capitaine. On verra ce qu'on peut faire. Cela a pris 2 jours. 2 jours passés à attendre chez moi, à me demander s'il nous croirait. Le 3e jour, le détective Martinez a appelé. Madame Richardson, nous avançons dans l'enquête. J'ai besoin que vous veniez au commissariat, que vous fassiez une déposition officielle, et je dois vous avertir. Nous allons amener votre fils pour un interrogatoire aujourd'hui. Cela va devenir très concret. Je suis allé au commissariat, j'ai fait ma déposition, j'ai signé les papiers. Puis je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Carmen est passée ce soir-là. Elle m'avait appelé toute la semaine, inquiète. Je lui avais dit que j'étais malade, que j'avais besoin d'espace. Mais maintenant, je lui ai tout raconté. Assise dans ma cuisine, j'ai tout déballé, Raymond vivant, Terence volant, tout ce gâchis. Elle est restée assise là, la bouche bée. Quand j'ai fini, elle a tendu le bras à travers la table et a pris mes mains. Hélène, chérie, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Sois juste là. Toujours. Mais mon cœur, que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas. La police enquête. Ils emmènent Terence pour l'interroger, et finit par s'en prendre à Raymond aussi. Elle a serré mes mains plus fort.
Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu m'entends? La plus forte. Et nous allons traverser ça ensemble. Le lendemain, la police a arrêté Terence, l'a inculpé de fraude, de détournement de fonds et de complot. Il m'a appelé de prison, en pleurant, me suppliant de l'aider, de lui trouver un avocat, de payer sa caution. Je ne peux pas, ai-je dit. Je n'ai pas l'argent. Tu as tout pris. Tu te souviens. Maman, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Mais je suis ton fils. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. C'est toi qui m'as abandonné le premier quand ton père et toi avez décidé de me voler pour me faire enterrer un inconnu pendant qu'il s'enfuyait vers son autre vie. Je ne savais pas que papa était vivant. Je le jure. Mais tu étais au courant du plan pour simuler sa mort. Tu étais au courant de la fraude à l'assurance. Ne me mens plus, Terence. J'ai vu les emails. Je sais tout. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis sa voix a changé. Elle est devenue plus dure. Si je tombe, je l'emmène avec moi. Je leur dirai tout. Bien. Tu devrais. Tu me hais vraiment à ce point. Je ne te hais pas. Je t'aime. C'est pour ça que ça fait si mal. Parce que je t'ai élevé pour que tu vales mieux que ça. Ma voix s'est brisée. Tu m'as vu en deuil, m'effondrer, et au lieu de m'aider, tu m'as volé. Tu as pris l'argent pour lequel ton père est mort ou l'argent pour lequel je pensais qu'il était mort et tu l'as volé pendant que je pleurais jusqu'à m'endormir chaque soir. Il n'avait pas de réponse à cela. Trouve-toi un avocat, ai-je dit. Un commis d'office si tu n'en as pas les moyens, mais ne me rappelle plus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. L'inspecteur Martinez m'a contacté une semaine plus tard. Nous avons procédé à une arrestation dans l'affaire de votre mari. Nous l'avons cueilli ce matin à son domicile. Enfin, le domicile de Robert Miller. Que se passe-t-il maintenant? Il sera mis en accusation. Il niera probablement tout au début, mais nous avons des preuves solides. Les relevés financiers, les emails entre lui et votre fils, la signature falsifiée. De plus, Terence coopère désormais. Il nous a fait une déposition complète en échange d'une négociation de peine. Une négociation de peine? Il fera 3 ans au lieu de 10. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ainsi que fonctionne le système. Nous avions besoin de son témoignage pour rendre le dossier contre votre mari inattaquable. 3 ans. Mon fils passerait 3 ans en prison. Cette pensée me rendait malade. Mais il avait fait son choix. Et Raymond, de quel chef d'accusation fait-il l'objet? Fraude à l'assurance, complot, vol d'identité, et nous enquêtons sur la mort de James Mitchell. Si nous pouvons prouver que votre mari l'a tué ou a été impliqué dans sa mort, nous ajouterons l'homicide involontaire. C'est quand le procès? Probablement dans 6 à 8 mois. Ces choses-là prennent du temps. Madame Richardson, je dois vous demander. Êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Un procès sera brutal. Ils vont vous malmener à la barre. Ils essaieront de vous faire passer pour une ex-femme aigrie qui invente des histoires. Ils ressortiront chaque dispute que vous et votre mari avez pu avoir. Qu'ils le fassent. Je dis la vérité. Je sais que vous la dites. Je veux juste m'assurer que vous êtes préparé. Je n'étais pas préparé. Comment peut-on l'être? Mais j'ai acquiescé quand même. Je suis prête. Les mois suivants ont été un enfer. L'histoire a éclaté dans les journaux locaux, une femme découvre que son mari a simulé sa mort et mené une double vie. C'était partout. Des gens que je connaissais depuis des années traversaient la rue pour m'éviter. D'autres m'arrêtaient à l'épicerie pour me poser des questions indiscrètes. L'Église m'a soutenu, pour l'essentiel. Le pasteur Jenkins a fait un sermon sur le pardon et l'idée d'aller de l'avant. Je savais que c'était dirigé vers moi, mais je n'étais pas prête à pardonner. Ma boutique a souffert. Certains clients sont restés fidèles, d'autres se sont éloignés. Je comprenais. Personne ne veut que ces retouches soient faites par la femme dont la vie entière a été exposée dans les journaux. Carmen et Béatrice sont restées à mes côtés. Elles étaient chez moi presque tous les jours, apportant de la nourriture, me tenant compagnie, s'assurant que je ne m'effondre pas. Le procès est enfin arrivé. J'ai dû m'asseoir dans cette salle d'audience et regarder Raymond. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu. Avait plus de gris dans ses cheveux.
Ou peut-être qu'il y en avait toujours eu. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux le premier. L'accusation a tout exposé. La double vie, la fausse mort, la fraude à l'assurance. Ils ont montré au jury les emails entre Raymond et Terence, les relevés financiers, tout. Simone a témoigné de son enquête. Terence a témoigné, l'air misérable, et a raconté au jury comment son père l'avait abordé avec ce plan, lui promettant une part de l'argent de l'assurance s'il l'aidait, et comment il était endetté, désespéré, et avait accepté. Saviez-vous que votre père allait simuler sa mort, a demandé le procureur. Oui, a dit Terence doucement. Il me l'a dit environ 6 mois avant que cela n'arrive. Il m'a montré le plan. Il a dit qu'il avait trouvé quelqu'un, un sans-abri qui était mourant. Il a dit que nous pourrions utiliser son corps, simuler un accident, toucher l'assurance. Et vous avez accepté cela. J'ai accepté. Que Dieu me vienne en aide. J'ai accepté. J'avais des dettes. J'avais fait de mauvais investissements. Papa a dit que c'était la seule issue pour nous deux. Et après l'accident, après que votre mère a cru que votre père était mort, qu'avez-vous fait? J'ai pris le contrôle de ses finances. Papa m'avait appris comment accéder au compte, comment déplacer de l'argent sans qu'elle s'en aperçoive. J'ai commencé à transférer des fonds vers des comptes offshore, petit à petit. Combien avez-vous volé à votre mère? 370 000 $. La salle d'audience a réagi. Des halètements, des murmures. Le juge a réclamé l'ordre. J'étais assise là, écoutant mon fils admettre qu'il m'avait volé. Et où est cet argent maintenant? Une partie est sur les comptes offshore. Une autre partie m'a servi à payer des dettes pour maintenir mon entreprise à flot. J'allais la rembourser, a ajouté Terence, me regardant pour la première fois. Je le jure. Le procureur n'a pas daigné répondre à cela. Puis ce fut mon tour de témoigner. Je me suis avancé vers la barre la tête haute, j'ai posé ma main sur la Bible et j'ai juré de dire la vérité. Je l'ai fait. Je leur ai tout raconté sur mon mariage avec Raymond, sur la confiance totale que je lui accordais, sur le jour où j'ai reçu l'appel disant qu'il était mort, sur les funérailles, le chagrin, les 6 mois de deuil, sur le fait de l'avoir vu chez Costco, de l'avoir suivi jusqu'à chez lui et d'avoir découvert son autre famille. L'avocat de Raymond a essayé de me faire passer pour une idiote lors du contre-interrogatoire. Il m'a demandé comment je pouvais avoir été marié à quelqu'un pendant 43 ans sans savoir qu'il menait une double vie. Il a demandé si Raymond et moi avions des problèmes, si nous nous disputions pour l'argent, si je l'avais déjà soupçonné d'infidélité. Non, ai-je dit clairement. J'avais confiance en mon mari. C'était mon erreur. Mais ce n'était pas mon crime. C'est lui qui a menti. C'est lui qui a volé. C'est lui qui a simulé sa mort et m'a laissé le pleurer pendant qu'il vivait une autre vie. Mais n'est-il pas possible que vous ayez vu ce que vous vouliez voir? Que vous soyez si en colère à cause de sa liaison avec Claudia que vous ayez construit cette histoire? Je n'ai rien construit du tout. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Les relevés financiers, les emails, les faux dossiers dentaires, le fait que mon mari soit assis juste là, vivant, alors qu'il est censé être mort. Vous semblez très en colère, Madame Richardson. Je suis en colère. Mon mari m'a trahi. Mon fils m'a volé. J'ai tout à fait le droit d'être en colère, mais cela ne rend pas ce que je dis faux. Le jury a délibéré pendant 3 jours. 3 jours d'attente. 3 jours où Carmen et Béatrice m'ont permis de garder la raison, me rappelant que j'avais fait ce qu'il fallait. Quand le jury est revenu, j'ai retenu mon souffle. Le président du jury s'est levé. Sur le chef d'accusation de fraude à l'assurance, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de vol d'identité, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude, nous déclarons l'accusé coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. J'ai observé le visage de Raymond. Il ne montrait aucune émotion. Il est resté assis là pendant qu'il passait en revue chaque accusation. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. Le juge n'a pas été clément. 12 ans dans une prison fédérale. Avec une bonne conduite, Raymond serait admissible à une libération conditionnelle dans 8 ans. Il aurait 79 ans s'il sortait. Terence a eu ses 3 ans dans le cadre de sa négociation de peine. Il a essayé de me parler après le prononcé de sa sentence. Je suis passé devant lui sans un mot. Quant à moi, je me reconstruis.
la compagnie d'assurance a dû me rembourser chaque centime une fois la fraude prouvée, 400 000 de la police d'origine, plus les 370 000 que Terence avait volés, plus 150 000 autres en frais de justice et dommages-intérêts. 920 000 $ au total. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé posséder. Je ne l'ai confié à personne d'autre cette fois. J'ai travaillé avec une conseillère financière recommandée par Simone, une femme nommée Patricia Mills, qui m'a accompagné dans chaque décision. Nous nous sommes rencontrés à son bureau 3 fois avant que je ne signe quoi que ce soit. Elle s'est assise avec moi pendant des heures, m'a montré des feuilles de calcul, m'a expliqué la tolérance au risque, a parlé de diversification et s'est assuré que je comprenais exactement où allait mon argent. Pas comme avec Raymond et Terence. Cette fois, j'ai posé des questions, exigé des réponses et je me suis assuré que tout était clair. J'en ai investi la majeure partie de manière prudente, des obligations sûres, des fonds communs de placement fiables, le genre d'investissement qui ne me rendront pas riche du jour au lendemain mais qui ne disparaîtront pas non plus. Je me suis assuré un revenu mensuel suffisant pour ne plus jamais avoir à m'inquiéter. 15 000 $ par mois, déposés directement sur mon compte le premier de chaque mois. C'est plus qu'assez, plus que ce que je n'ai jamais eu quand Raymond était en vie. J'ai gardé mon atelier de retouche ouvert plus pour le revenu, mais parce que la couture était à moi avant Raymond, avant le mariage, avant la maternité. C'était la seule chose que je n'avais jamais abandonnée, que je n'avais laissé personne me prendre. C'est maintenant mon sanctuaire, le seul endroit qui est complètement à moi, où je peux créer quelque chose de beau de mes propres mains, quelque chose d'honnête, quelque chose de réel. L'histoire a fait les gros titres de tous les journaux une fois le procès terminé, un habitant simule sa mort et mène une double vie pendant 25 ans. En première page. L'équipe de Channel 7 News a stationné devant ma boutique pendant 2 jours consécutifs. Une journaliste aux cheveux parfaits et au rouge à lèvres éclatants tenait un micro, essayant de me faire parler. J'ai tiré les stores, verrouillé la porte et j'ai attendu qu'ils partent. Ils ont fini par s'en aller. Les gens m'ont traité différemment après ça. Certains traversaient la rue en me voyant arriver, comme si la trahison pouvait être contagieuse, comme s'ils pouvaient attraper ce qui faisait qu'une femme ne savait pas que son mari avait une autre famille. D'autres m'arrêtaient partout à l'épicerie, à l'église, à la poste voulant poser des questions, voulant des détails, voulant l'histoire qui n'était pas dans les journaux. Comment as-tu pu ne pas savoir, me demandait-il. Sœur Martha de l'église, ma voisine Madame Johnson, même le caissier de chez Walgreen. Tu ne soupçonnais rien. N'y avait-il pas des signes? Cela faisait plus de mal que n'importe quoi d'autre. Des gens qui suggéraient que j'aurais dû savoir. Comme si c'était ma faute d'avoir fait confiance à mon mari. Comme si j'aurais dû être méfiante. J'aurais dû le surveiller. J'aurais dû engager un détective privé il y a 30 ans, juste au cas où. Comme si la confiance était une faiblesse au lieu d'être ce qu'on est censé avoir dans un mariage. Gritter Bethel m'a soutenu, pour l'essentiel. Le pasteur Jenkins a fait un sermon sur le pardon et la guérison 2 dimanches après la sentence. Il a parlé de lâcher prise sur la colère, de trouver la paix, de la façon dont s'accrocher à l'amertume ne fait que nous blesser nous-mêmes, de la façon dont Dieu nous appelle à pardonner même quand le pardon semble impossible. J'étais assise sur mon banc et j'écoutais. Le même banc que Raymond et moi avions partagé pendant 30 ans. 3e rangée à partir du devant sur le côté gauche, juste à côté de l'allée. Je pouvais encore l'imaginer assis à côté de moi, son genou touchant le mien, sa voix de basse chantant les hymnes, légèrement faummée avec assurance. Est-ce que tout cela avait été réel? Ou bien était-il assis là chaque dimanche en pensant à Claudia, à ses autres petits-enfants, à la vie qu'il voulait vraiment? Est-ce que j'ai pardonné à Raymond? Je ne sais pas. Certains jours, je pense que oui. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que j'avais besoin de lâcher la colère avant qu'elle ne me consume, avant qu'elle ne me dévore vivante de l'intérieur. D'autres jours, je suis encore furieuse. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait regardé chaque jour pendant 26 ans en mentant. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé m'asseoir sur sa tombe et pleurer. Je n'arrive pas à croire qu'il ait choisi son autre vie plutôt que celle que nous avions construite ensemble. Mais surtout, je me sens juste fatigué. Fatigué de penser à lui. Fatigué d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Fatigué d'essayer de comprendre comment quelqu'un a pu faire ce qu'il a fait, comment quelqu'un a pu être aussi cruel, aussi calculateur. Il a fait ses choix. J'ai fait les miens. Maintenant, nous vivons tous les deux avec les conséquences. J'ai aussi trouvé Claudia, l'autre femme de Raymond. Je suis allé chez elle un après-midi, environ un mois après la fin du procès.
J'ai simplement conduit jusque-là, je me suis garé devant cette maison vert d'eau avec la clôture blanche, la maison où Raymond avait vécu son autre vie. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes, les mains serrées sur le volant, essayant de trouver le courage de marcher jusqu'à cette porte. Quand je l'ai finalement fait, elle a répondu au deuxième coup. Quand elle m'a vu, son visage est devenu pâle. La reconnaissance a été immédiate. Elle savait qui j'étais. Tout le monde savait qui j'étais à ce moment-là. La femme dont le mari avait simulé sa mort. La femme qui avait été mariée pendant 43 ans et n'avait jamais su. Madame Richardson, a-t-elle dit doucement. Puis-je entrer ? Elle a hésité. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, l'incertitude. Puis elle s'est reculée et m'a laissé entrer dans sa maison, la maison qu'elle avait partagée avec mon mari. Nous nous sommes assises dans son salon, entourés de photos de Robert Miller et de sa famille, son notre famille. Les enfants, les petits-enfants, des photos de Noël, des photos d'anniversaire. Robert avec un bonnet de Père Noël, souriant. Robert poussant un enfant sur une balançoire. Robert lors d'un barbecue tenant des pinces, portant un tablier qui disait d'embrasser le cuisinier. Il nous fixait tous depuis des cadres sur chaque surface, sur la cheminée, sur les tables d'appoint, sur le mur. Je ne savais pas, a-t-elle dit avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit. Les mots sont sortis précipitamment, désespérés. Pour vous, pour rien de tout cela. Il m'a dit que son nom était Robert. Robert Miller. Qu'il n'avait jamais été marié, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il travaillait sur des plateformes pétrolières dans le Golfe. Et c'est pour cela qu'il s'absentait parfois. 2 semaines là-bas, 2 semaines ici, les quarts de travail, les voyages. Cela expliquait tout. Je l'ai cru parce que je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Je lui faisais confiance. Je sais. Je me suis renseigné sur vous. Vous avez été trompé, tout comme moi. J'ai pensé à venir vous voir après le procès, mais je ne savais pas quoi dire. Je suis désolé. Cela semble insuffisant pour quelque chose comme ça. Pour 43 ans de mensonges. C'est insuffisant, mais c'est tout ce que nous avons. J'ai regardé toutes ces photos autour de nous. Les petits-enfants à Noël portant des pyjamas assortis. Robert, Raymond, peu importe qui il était, portant un bonnet de Père Noël, souriant, heureux, vivant la vie qu'il avait choisie plutôt que la mienne. Depuis combien de temps étiez-vous marié avec lui ? 25 ans. Ou je pensais être marié avec lui. Les avocats m'ont dit que c'était de la bigamie. Que son mariage avec vous était le seul légal, le seul vrai, et que le nôtre n'était rien, juste un mensonge, une fraude. 25 ans de fraude. Je suis désolé pour cela. Elle m'a regardé, surprise, les yeux rouges d'avoir pleuré. C'est vous qui vous excusez auprès de moi. Après tout, vous avez perdu quelque chose, vous aussi. Peut-être pas autant que j'ai perdu, peut-être pas 43 ans, mais vous avez perdu quelque chose. L'homme que vous pensiez connaître. La vie que vous pensiez avoir. Cela mérite d'être pleuré. Ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes fraîches. Les petits-enfants sont dévastés. Ils l'aimaient tellement. Ils pensaient qu'il était ce grand-père merveilleux qui leur apportait des glaces et les emmenait à la pêche le samedi. Et maintenant ils savent que c'était un menteur. Que tout chez lui était un mensonge. Qu'il avait une autre famille, une autre vie dont il ne leur avait jamais parlé. Ils n'arrêtent pas de me demander pourquoi. Pourquoi notre famille n'était-elle pas suffisante ? Pourquoi avait-il besoin d'une autre ? Et je n'ai pas de réponse. Parce que je ne comprends pas non plus. Je suis désolé pour eux aussi. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que votre famille doive faire face à cela. Vos petits-enfants ne devraient pas avoir à payer pour ces choix. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. 2 femmes qui avaient toutes 2 aimé le même homme, toutes 2 trahies par lui de différentes manières. L'horloge comptoise dans le coin tic-taquait fort dans la pièce calme. Dehors, une voiture est passée. Un chien a aboyé. Des sons normaux. Un monde normal. Rien ne semblait normal. Puis elle a demandé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment avancer après quelque chose comme ça ? On survit. C'est tout ce qu'on peut faire. Survivre et essayer de reconstruire quelque chose de réel à partir des ruines qu'il a laissées derrière lui. Essayer de se faire confiance à nouveau, même si on ne peut faire confiance à personne d'autre. Elle a acquiescé lentement, a essuyé ses yeux avec le revers de sa main. Tu es plus forte que moi.
Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment recommencer à mon âge à 56 ans après avoir découvert que tout ce en quoi je croyais était un mensonge. Toute ma vie d'adulte a été construite sur sa tromperie. Tu trouveras une solution, car quelle est l'alternative? Le laisser nous détruire encore plus qu'il ne l'a déjà fait? Le laisser gagner? Non. Nous survivons. Nous avançons. Et nous ne laisserons plus jamais un autre homme nous ridiculiser. Comment faire confiance à qui que ce soit après ça? Comment laisser quelqu'un entrer quand on sait qu'il pourrait mentir sur tout? Je ne sais pas encore. Peut-être qu'on ne le fait pas. Peut-être qu'on apprend juste à se faire confiance à soi-même à la place. Apprendre à écouter cette voix intérieure qui vous dit quand quelque chose ne va pas. La voix que j'ai ignorée pendant trop d'années. J'ai quitté sa maison avec un sentiment étrange. Pas mieux exactement, mais plus légère d'une certaine façon. Comme si le fait de la voir, de lui parler, rendait toute l'affaire plus réelle et en même temps moins dévastatrice. Nous étions toutes deux des victimes, toutes deux trompées par le même homme, essayant toutes deux de ramasser les morceaux de vie que nous pensions solides. Cela a créé un lien étrange, une compréhension partagée que personne d'autre ne pourrait vraiment saisir. Nous l'avions toutes deux aimé. Nous lui avions toutes deux fait confiance. Nous nous étions toutes deux trompées. Cela fait 2 ans maintenant que j'ai vu Raymond chez Costco. 2 ans que mon monde entier s'est effondré et que j'ai dû en construire un nouveau à partir de rien. J'ai 71 ans maintenant. Mon fils est en prison. Mon mari est en prison. Mon mariage était un mensonge. Mais je suis toujours là. Je me réveille chaque matin dans ma maison. La maison dont je suis propriétaire, libre de toute dette. Le nom de Raymond n'est plus sur l'acte. J'ai fait changer cela. Je me suis assuré qu'elle n'était qu'à moi. Tout à moi. Helen Richardson. C'est tout. Je vais à ma boutique. Je couds. Je parle aux clients. Madame Chen, qui a besoin de faire l'ourlet de la robe de bal de sa fille. Le jeune Michael, qui se marie le mois prochain et qui a besoin de faire reprendre son smoking. Un travail normal, un travail honnête. Je déjeune avec Carmen et Béatrice une fois par semaine dans le petit café du centre-ville, le Maria Café, tenu par Maria Gonzalez, qui fait la meilleure salade de poulet que j'ai jamais mangée. Son secret, c'est la pomme et les noix, m'a-t-elle dit un jour. De la douceur et du croquant. Nous nous asseyons à notre table habituelle près de la fenêtre, celle qui reçoit une belle lumière l'après-midi. Nous parlons de tout et de rien. Du nouveau pasteur qui remplacera le pasteur Jenkins quand il partira à la retraite. Du petit-fils de Carmen qui vient d'être accepté à Morose. De la hanche de Béatrice qui l'a fait souffrir. Elle me demande comment je vais. Vraiment. Et je leur dis la vérité. Certains jours sont bons, certains jours sont difficiles, mais je m'en sors. Je survis. Nous avons commencé à planifier un voyage ensemble, toutes les 3. Un voyage de 3 semaines au Ghana, nous allons voir la terre natale. Fouler le sol que nos ancêtres ont foulé. Visiter les châteaux d'esclaves de Cap Coast et d'Elmina, les musées, les marchés. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec Raymond. Nous en avons parlé pendant des années, nous l'avons planifié, nous avons entouré des endroits dans ses brochures de voyage. Mais il n'est pas là. Alors je le fais sans lui, avec ma vraie famille, la famille qui m'a choisi et qui est restée à mes côtés quand tout s'est effondré. Béatrice a l'itinéraire imprimé, tout codé par couleur avec des surligneurs. Rose pour les vols, jaune pour les hôtels, vert pour les visites, bleu pour les repas. Elle est organisée comme ça. Elle l'a toujours été. Même au lycée, ses cahiers étaient étiquetés et codés par couleur. Carmen s'exerce à ses phrases en twi à partir d'une application de langue sur son téléphone. Aquaba, bienvenue, Médasi, merci, Aïdesen. Combien ça coûte? Elle nous fait rire avec sa prononciation, mais elle essaie. C'est ce qui compte. Et moi, j'ai cousu. Je me suis fait 3 nouvelles robes pour le voyage. Des couleurs vives, des motifs audacieux, des imprimés en carats dans des tons de bleu, d'orange et de violet profond. Des tissus que j'ai achetés à une femme au marché africain du centre-ville. Rien de ce que j'aurais porté quand j'étais la femme de Raymond. Il m'a toujours préféré en couleur pastel. Il disait que les couleurs vives étaient trop fortes, trop bruyantes, qu'elles me faisaient ressortir alors que je devais me fondre dans la masse. Maintenant, je porte ce que je veux. Des couleurs fortes, des imprimés audacieux. J'en ai fini de me fondre dans la masse.
Terence m'écrit des lettres de prison chaque semaine. De longues lettres où il s'excuse, où il me raconte ses journées, les cours qu'il suit, le travail qu'il fait à l'atelier de menuiserie. Il dit qu'il pense à ce qu'il a fait chaque jour. Je lis chaque lettre. Je n'ai pas encore répondu. Je les garde dans une boîte dans mon placard. Parfois, je pense à répondre, à lui rendre visite. Nous approchons de sa date de libération 2 ans sur une peine de 3 ans. Il sortira bientôt. Une partie de moi veut le voir, veut croire qu'il a changé. Une autre partie se souvient de lui me tenant dans ses bras pendant que je pleurais, tout en prévoyant de me voler. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Je ne sais pas si j'en ai envie. Mais il est toujours mon fils. C'est la terrible vérité. Il est toujours mon bébé. Une partie de moi l'aimera toujours. Je ne sais juste pas si je peux lui faire confiance. Je ne sais pas si nous pourrons un jour avoir une véritable relation à nouveau. Raymond écrit aussi, moins souvent. Ses lettres sont différentes, pas des excuses, mais des explications. Il essaie de me faire comprendre pourquoi il a fait ça. Comment la pression est devenue trop forte. Comment il s'est senti piégé. Comment il a pensé que simuler sa mort était la seule issue. Je ne réponds pas. Je n'en lis même pas la plupart. Je les classe simplement. Peut-être qu'un jour je voudrais comprendre. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille encore à me pardonner de ne pas l'avoir vu, d'avoir eu une confiance si totale que j'en étais aveugle. La boutique m'occupe. Je couds plus maintenant que lorsque j'avais besoin de ce revenu. J'ai fait une robe de mariée le mois dernier pour une jeune femme de l'église. Un magnifique satin ivoire avec des manches en dentelle et une traîne chapelle. Cela m'a pris 3 mois. Quand elle l'a essayé pour son dernier essayage, elle a pleuré. Elle a dit que c'était exactement ce dont elle avait rêvé, que j'avais rendu sa vision réelle. C'est ce que je fais maintenant. Rendre les choses réelles, rendre les choses belles. Prendre du tissu et du fil et créer quelque chose qui n'existait pas auparavant, quelque chose d'honnête, quelque chose de vrai. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir poursuivi cette affaire, si je regrette de ne pas avoir simplement laissé tomber. La réponse est non. Jamais. Parce que vivre avec un mensonge confortable reste vivre un mensonge. Et j'ai passé trop d'années à faire cela. Je préfère avoir la vérité douloureuse et ma dignité qu'un mensonge paisible et ma honte. Maintenant, je me réveille chaque jour et je me choisis. Je choisis ma vérité. Je choisis de vivre avec intégrité même si je dois vivre seul. Ce respect de soi, cette certitude d'avoir fait ce qu'il fallait même quand c'était difficile, cela m'appartient. Personne ne peut me le prendre. Alors oui, mon mari a simulé sa mort. Mon fils m'a volé. Ma famille était un mensonge. Mais je suis toujours là, toujours debout, toujours en train de coudre, toujours vivante, toujours en train de construire une vie qui est réellement la mienne. Dimanche dernier, après l'église, je ne suis pas allé au cimetière. La première fois en 2 ans. Carmen l'a remarqué. Ça va, a-t-elle demandé alors que nous marchions vers nos voitures. J'ai acquiescé, j'ai regardé le ciel bleu clair, le soleil chaud sur mon visage. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. Nous partons pour le Ghana dans 3 semaines. Béatrice a l'itinéraire imprimé, tout codé par couleur. Carmen s'exerce à ses phrases en TOEIC à partir d'une application de langue. Et moi, j'ai cousu. Je me suis fait 3 nouvelles robes pour le voyage. Des couleurs vives, des motifs audacieux. Rien de ce que j'aurais porté quand j'étais la femme de Raymond. Ce matin, j'ai enlevé mon alliance, je l'ai mise dans la boîte à bijoux sur ma commode et j'ai fermé le couvercle. Mon doigt semble léger sans elle. Étrange, mais pas mal. La boutique est calme aujourd'hui. Juste moi et ma machine à coudre et des mètres de soie ivoire pour une autre robe de mariée. Le nouveau départ de quelqu'un d'autre. Je fais passer le tissu entre mes doigts, lisse et frais. J'épingle le patron, j'enfile l'aiguille. Dehors, des voitures passent, des gens vaquent à leurs occupations. Et me voici, dans mon propre espace, faisant mon propre travail, construisant quelque chose de réel de mes propres mains. C'est assez. C'est tout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. Et avant de partir, cliquez sur le bouton Hype pour aider cette vidéo à atteindre encore plus de monde. Votre soutien maintient ces voix vivantes et fait grandir notre communauté. Merci de nous avoir écoutés.